Bonjour, aujourd'hui chapitre 17, déposer l'univers aux pieds du souverain. Isco hurla de douleur. Elle l'avait encore mordu. Tu n'as pas le droit. La fillette éclata de rire. Allez, en positon cria-t-elle. Non, 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 en position. Le S se prononce Z et le T se prononce S. La jeune fille sauta sur Isco. Elle lui fit une prise en lui tordant de nouveau le bras par derrière. Isco la repoussa d'un coup de torse, la fille roula, se cogna contre une plainte. 3 personnes se levèrent aussitôt et se précipitèrent, mais elle les arrêta, se frotta la tête et se cala sur ses 2 jambes fluettes, essayant de gonfler sa poitrine pour se faire plus terrible. Allez, Poltelot, en positon. Vous le faites exprès pour m'énerver. Elle pouffa une nouvelle fois. Autour du tapis, les adultes ne savaient pas quelle attitude adopter. Isco avait déjà entendu leurs récriminations. Rire ainsi ne ressemblait pas à l'enfant. Cela risquait d'affecter son caractère d'habitude si grave qui correspondait mieux à sa qualité. Que se passe-t-il? Un homme sévère entrait dans la salle. Pourquoi ces cris? Une des femmes sur le côté, robe à panier de velours orange clair à manches bouffantes, les cheveux bruns et bouclés lui tombant dans le cou, se leva prestement. Elle salua le nouvel arrivant, Axel Banner, frère du maréchal et grand maître de la maison royale. Notre princesse prend très à cœur son entraînement, peut-être trop, rapporta la femme avec un sourire gêné. Le grand maître s'arrêta devant Christina, pieds écartés, mains sur les hanches. Alors, Votre Altesse, j'espère que vous faites mordre la poussière à ce maudit français. Bien sûr, s'exclama la princesse Christina, d'autant qu'il moque mon accent. Eh bien, retournez le corriger, votre leçon se termine dans 10 minutes. En sortant, il s'arrêta devant la dame de compagnie. Ainsi, madame, vous trouvez que notre future reine prend son entraînement trop à cœur? La femme se mit à rougir. Elle balbutia une réponse qu'Axel Banner stoppa d'un geste de la main. Vous pensez peut-être que notre future reine devrait se contenter d'apprendre l'histoire et la peinture, par exemple, et le français, ajouta-t-il en pivotant vers Isco. La femme semblait sur le point de tourner de l'œil. Son père lui-même a voulu pour elle cette éducation, et il est de mon devoir et du vôtre d'y veiller. En quittant la salle, il cria. Votre Altesse, escrime dans 2 heures, juste après la peinture. Lorsque la séance de lutte prit fin, une servante avança un plateau avec 2 verres de sirop. Christina but goulûment. Isco avec retenue. Tu viendras me voir pour l'escrime, je vais transpercer ce poltelot. Tu verras. Poltron, Votre Altesse, poltron, tron. Isco accompagna ces paroles de chatouille qui firent éclater de rire Christina et horrifièrent la femme en orange. Allez, je viendrai vous voir. Christina sourit largement. Après le départ de Christina et de sa suite, Frédéric Ekeblad s'avança vers Isco. Tu lui fais du bien, son caractère s'adoucit à ton contact. Comme si elle t'avait reconnu, alors qu'elle était si petite. En tout cas, elle ne peut plus se passer de toi. Quelle chance que tu sois revenu. La chance n'avait rien à voir là-dedans. Mais Isco devait garder le silence. Il se rappelait ce sentiment enivrant lorsque Pierre de l'Ancre lui avait tracé son destin, lui affirmant qu'il avait un don. Et voilà où j'en suis, un bouffon à qui on a ordonné de faire rire une fillette. En mars, le juge au Parlement de Bordeaux avait laissé Isco et Carmelo embarquer de Saint-Jean-de-Luz, comme pour une banale saison de chasse à la baleine dans l'Arctique. Un leurre. Vous laissez Isco courir la banquise? Trop risqué, avait décrété Jacques de Mons. La mission avant tout. Mons avait pensé à tout. Le retour d'Isco à Stockholm serait moins suspect s'il y arrivait en descendant depuis le Grand Nord. Ça donnerait l'impression d'une escale naturelle plutôt que d'y arriver directement en provenance du Pays Basque. Jacques de Mons avait ses raisons. Son esprit tortueux ne souffrait pas la contradiction. L'espérance
avait livré des équipements à la station baleinière de Smerenburg. Puis Isco avait fait ses adieux à Cablo, qui comprenait mal leur séparation. Le commandant de l'Espérance avait ensuite fait voile pour Stockholm afin d'y livrer des barils d'huile. Seul dans son coin du pont, Isco fixait son harpon jamais utilisé, avec l'envie de le jeter par-dessus bord. À l'autre extrémité du harpon, l'anneau de fer, soudé, n'était relié à aucune corde. À quoi bon? Sa marque était gravée dans le fer, près de l'anneau, un trait vertical central, deux autres qui partaient du milieu, vers le bas et l'extérieur. Comme un trident renversé, avait noté le forgeron. C'est bien pour un harponneur. Lui ne voyait qu'un oiseau pointant vers le ciel, un oiseau qui lui brûlait les yeux et l'âme. Et que Blad était devenu l'un des membres du conseil de régence. Il fréquentait à ce titre l'homme fort du royaume, Axel Oxenstierna, mais ce n'était pas dupe de sa présence à ses côtés. On me prête une proximité de pensée et de cœur avec le clergé luthérien. Or, notre régent a l'impression de se heurter à la méfiance des pasteurs, qu'il n'est pas loin de voir comme un parti d'opposition au parlement dirigé par l'évêque de Westerstrees. Du fantasme, mais je ne m'en plains pas. Cela me permet de tenir cette place. Frédéric Ekblad en souriait. Pour ma part, je ne rougis pas de soutenir les pasteurs, quand ceux-ci œuvrent pour le bienfait moral et spirituel de notre pays. Il jeta un air faussement suspicieux à Isco. Et il nous garde de l'influence décadente des catholiques. Isco avait retrouvé avec plaisir l'homme sauvé dans les eaux de l'Arctique par son père. Frédéric s'était proposé aussitôt de l'héberger. Ils passèrent des soirées entières à parler de Pasquale et des succès de la chasse à la baleine de la Casa d'India. Ce soir-ci n'échappa pas à la règle. Il s'était réfugié dans la bibliothèque à l'abri des jeux des filles de Frédéric. Toi qui as vu ces institutions à Lisbonne, tu seras heureux d'apprendre que nous venons de nous doter de notre propre bureau de mesure et de cartographie. Andreas Borus est notre général mathematicus. Bien sûr, nous démarrons à une autre échelle, mais notre ambition est grande. À la mesure de la grandeur de la Suède? Exactement. Stockholm vient d'être déclarée officiellement capitale du royaume. La cité va s'étendre. L'administration va s'y concentrer, juges et greffiers affluent. De son vivant, le roi a fait pousser la ville pour contrôler l'entrée de l'archipel et le commerce qui va avec. Mais les gens se plaignent des taxes. Que veux-tu? La flotte est rassemblée ici, et les garnisons aussi. On verra bientôt si ces bourgeois ventripotents ne viendront pas louer notre roi le jour où le Danois reviendra piller notre royaume. Toutes ces informations rempliraient une missive qui plairait à Jacques de Mons, pensa Isco avec culpabilité. Frédéric se rembrunit. Mais tous ces bourgeois qui s'enrichissent se fichent bien de la marche du royaume, tant que leurs poches se remplissent. On veut mettre sur pied une administration digne de ce nom. Fort bien, mais à côté de ça, tous nos ressources se volatilisent dans le financement de nos troupes et de la flotte. Très bien aussi. Mais avec quoi fait-on la guerre? Tu peux me le dire? On peut gagner la guerre militaire ou commerciale avec des cartes. Merci, au revoir.